Bon, je pense qu'on peut commencer. Euh, Bonjour et bienvenue à la série de conférences de Tom de l'IBIX. Encore une fois, avant de commencer, je voulais juste vous rappeler qu'après la présentation, on va faire une section de questions. Et vous pouvez poser vos questions, ouvrir votre micro et poser vos questions. Et aussi, le séminaire sera enregistré et l'enregistrement sera disponible dans le prochain jour sur le site web de l'IBIX. Sans plus tarder, j'aimerais de vous présenter le conférencier d'aujourd'hui, Dr Fatima Awad de l'Université de Trois-Rivières. Après avoir complété ses études de gradué à l'université libanaise à Beyrouth, Fatima a entamé une maîtrise en biologie végétale intégrative à l'université de Bretagne occidentale à Brest, en France, portant sur les modifications d'expression des gènes chez Arabidopsis. Ensuite, il a fait un doctorat à l'université de Sherbrooke sur le sujet du changement de la paroi végétale en réponse à la taxotomine A, une toxine produite par un pathogène qui cause maladie de Gall chez pommes de terre. Présentement, elle est stagiaire postdoctorale au laboratoire d'Isabelle Deguenier-Phoenix à l'Université de Québec à Trois-Rivières. Et elle s'intéresse à développer des souches stables de microalgues produisant des métabolites d'intérêt tels des cannabinoïdes. Elle est aussi membre exécutif de communauté SynBio Canada. Elle est pas mal active dans cette société. Et aujourd'hui, elle va nous parler de métabolites spécialisés à la production hétérologue en des filles. Bon, effectivement, c'est à vous. Merci Davoud, merci à tout le monde, merci à Libis pour cette invitation. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une passion qui a commencé il y a vraiment longtemps, celle des métabolites ou du métabolisme végétal. Ici, ce que vous voyez dans la photo, c'est quelque chose que j'ai vu ma grand-mère faire quand j'étais jeune. Ça se fait aussi pour préparer des spirituels et d'autres types de boissons, mais elle l'utilisait pour faire des extraits de sauge dans le but de nous guérir quand on a un petit spasme, une petite indigestion des divers maux. Ce que ma grand-mère savait pas, c'est que OK. C'est que cette plante-là, le sauge que tout le monde a déjà vu, je pense, contient divers métabolites comme le thione, un diterpène, un triterpène comme le carnosol ou des composés phénoliques comme l'acide rosmarinique. C'est des composés qu'on sait maintenant avec la science qui avance que ça va empêcher ou être antagoniste au GABA ou diminuer l'expression de NF-κB chez certains organismes ou aussi avoir un pouvoir anti-inflammatoire. Par contre, les connaissances de ma grand-mère ne peuvent plus s'appliquer aujourd'hui avec la science qu'on a, même si ça, elle n'était pas la seule à faire ça avec les plantes. Donc, on sait déjà que, par exemple, en Chine, il y avait des pratiques qui menaient à faire des thés à partir de Fritalia pour avoir certaines propriétés relaxantes, puis aussi le pouvoir antipathogène de ces thés-là. Euh, on sait aujourd'hui que ça contient comme plante, en fait, les feuilles, surtout, ça contient des dérivés de chalcone narangénique. On sait aujourd'hui aussi que l'IF du Pacifique, que les Premières Nations, peuples autochtones, excusez, Ashimawi, utilisaient tout le long du Pacifique, donc un peu à Vancouver, un peu aux États-Unis, euh, contient du paclitaxel, un médicament très puissant et de grand intérêt pour l'usine pharmaceutique aujourd'hui. Pareil, en Égypte ancienne, on sait que les Égyptiens utilisaient l'if du Nil pour relaxer, dans le fond. Puis, on sait aujourd'hui que ça contient encore du diméthyltryptamine, un hallucinogène assez fort, euh, qu'on- qui est très connu. C'est un cristal blanc euh, très, très répertorié dans l'usine de la drogue.
Pareil, en Australie, ben, ici, on a une petite leçon d'histoire, l'IF du Nil, dans une très ancienne illustration dans un des tombes des Pharaons. Puis, ce qui est cool avec ce type d'illustration, on peut voir d'autres plantes qu'on n'a plus, comme le figuier égyptien qui est extinct maintenant et qui a été utilisé aussi pour ses pouvoirs euh, médicaux. Pareil en Australie, et partout un peu dans le monde, on peut établir une carte avec, toutes les plantes qui ont été utilisées, dans différentes civilisations en médecine traditionnelle. C'est sûr qu'avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, on peut plus se permettre d'utiliser ces plantes-là avec des dosages un peu arbitraires. Donc, il y a une nouvelle vision pour le pouvoir de ces plantes et de leur métabolisme. On l'appelle le métabolisme spécialisé parce que, justement, il est attaché à certaines plantes, à certains organes, à certains stades et il n'est pas présent partout. Il est certainement présent en petite quantité. Ce qu'on va faire, aujourd'hui, c'est plutôt aller chercher plusieurs fractions, via des solvants différentiels et spécifiques, pour, associer certaines fractions à des pouvoirs, thérapeutiques ou bioactifs. On va aussi aller, par une approche multi-omique pour chercher des gènes qui seront responsables de ce métabolisme spécialisé et essayer de le reproduire dans d'autres organismes dans le but d'en produire plus. Ces approches, associées vont pouvoir nous donner, des nouvelles drogues ou bien des nouveaux médicaments, qui pourront être, associés à des solutions, pour d'autres maladies. Chez le laboratoire d'Isabelle Degani-Phoenix, on s'intéresse, bien évidemment aux plantes préférées d'Isabelle, les amaryllis. Vous avez tous, déjà vu des plantes de cette famille-là, donc amaryllis, de narcisse, mais aussi l'ail, par exemple. Et ces plantes-là produisent des alcaloïdes. Alors les alcaloïdes, c'est une très, très grande famille qui dérive, je vais juste faire un zoom, donc qui dérive, du phénylalanine et de la tryptamine ou du tyrosine, et qui vont passer par plusieurs, heu, intermédiaires principales, dont la norbélatine. Un de ces alcaloïdes d'intérêt, très, très accru et qui est très, très à la mode en ces moments, c'est la galantamine, qui est aussi, dérivée de la norbélatine. Sûrement, il y a des réactions qui ne sont pas encore élucidées, mais dans le laboratoire, on travaille là-dessus. La galantamine est très recherchée parce que c'est un des seuls drogues qui est efficace pour freiner, les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Une autre plante qui est intéressante, dans notre labo, c'est la vanille, Vanilla planifolia pour la vanille ou la vanilline. C'est quelque chose qu'on cherche, mais on verra pour son métabolisme plus tard et bien évidemment, les métabolismes qui sont à la mode ou qui étaient à la mode pendant au moins les 5 dernières années, les phytocannabinoïdes. Donc, c'est des cannabinoïdes, c'est des espèces, qui vont être accumulées dans, les trichomes, de Cannabis sativa et qui dérivent, du métabolisme d'acides gras, en général, donc de l'hexanyl-CoA, malonyl-CoA, pour avoir principalement 2 cannabinoïdes qui sont très intéressants, le tétrahydrocannabinoïde, acide, donc le THCA et le cannabinolique acide, le CBDA. En ces moments, les compagnies pharmaceutiques cherchent plutôt le CBDA pour ses effets, antidouleurs, puis qui vont venir un peu, diminuer les symptômes, chez les malades, qui sont sous chimiothérapie et cetera. Donc avec ces 3 plantes, d'intérêt, qu'est-ce qu'on va venir faire, au labo? On va chercher à les produire dans d'autres systèmes. Mais pourquoi? Principalement pour ces 4 raisons. Donc 1, dans les plantes, on a des rendements limités. C'est-à-dire si on prend divers, hem, heu, cultivars de Cannabis sativa, on va trouver que le CBDA dans la plante ne dépasse pas 1 de la masse, fraîche. Aussi, on a des ressources agricoles, nécessaires pour la culture de ces plantes qui sont vraiment énormes. On peut penser aux amaryllis, les alcaloïdes, ça va prendre 1 hectare, en terrain, mais ça va prendre aussi, des ressources, des pesticides, de l'eau, et cetera et ça va produire uniquement 0,7 kg, avec ça, d'alcaloïdes. On veut aussi diversifier les sources de production. C'est quelque chose que les compagnies pharmaceutiques cherchent aujourd'hui, surtout après la crise en Ukraine. Ici, vous ne voyez pas trop, mais c'est vraiment, des graminées, qui sont entre 20 et 50 de baisse,
sur le marché à cause de la crise en Ukraine. Donc, ici, on voit vraiment des plantes qui sont plutôt d'intérêt nutritif, mais ça s'applique aussi à des plantes qui sont d'intérêt pour l'usine pharmaceutique, donc des plantes qu'ils utilisent pour extraire certaines drogues. Aussi, on a des pertes liées aux maladies. Donc, là aussi, un exemple des plantes sur lesquelles on travaille au labo, la vanille. On a eu, en fait, il y a à peu près 5 ans, 50% ou plus de pertes dans la production mondiale à cause d'une maladie qui a frappé des cultures de vanille en Madagascar et qui est la pourriture de la tige causée par un pathogène du type Fusarium. Donc, nous, on veut produire de façon hétérologue, mais on a deux choix de système de production. On a un des cellules en suspension végétale provenant des amarylacées, pardon. Donc, on veut choisir ces plantes parce qu'ils sont proches de l'organisme d'origine. Et on a aussi les microalgues. Ce que vous voyez ici, c'est des cyanobactéries, des dinoflagellés, des diatomées et des algues vertes. Bien évidemment, comme je l'ai présenté, les algues viennent de plusieurs familles et ça va être vraiment très, très différent. Ils auront des caractéristiques plus ou moins variées selon si c'est des endosymbiotes primaires ou secondaires. Donc, s'ils ont acquis leur plaste en premier ou s'ils ont eu d'autres types de plaste après, ils ont eu de chloroplaste. L'avantage de travailler dans des cellules de suspension, c'est que c'est proche de la plante d'origine. Donc, si on cherche à produire un alcaloïde, par exemple de l'eucogium, et qu'on cherche des cellules de suspension qui viennent de l'eucogium, on sait au moins que le pathway est déjà là. Les gènes sont là, les précurseurs sont là. Bien sûr, c'est différent du niveau qui sont dans la plante, mais ça nous permet d'avoir une alternative qui est accessible tout le long de l'année. Ça, c'est un travail de Samira Lienage, qui est un doctorant dans le laboratoire d'Isabelle, et qui essaie de faire une série ou bien une belle collection de cellules en suspension à partir des amarylacées pour produire des alcaloïdes, soit de façon naturelle en faisant différents types ou différentes conditions, mais soit aussi en modifiant génétiquement ces cellules en suspension dans le but de caractériser des enzymes des voies des amarylacées et des alcaloïdes. Les algues, d'autre part, vont avoir une très grande panoplie de produits à valeur ajoutée. Ça peut être des protéines, des lipides, des pigments. Vous pouvez penser juste à spirulina et tout ce qui est à la mode avec, que ce soit les pigments ou les oméga 3, 6 et 9, etc. On peut aussi avoir, comme pour les cellules en suspension, une sorte d'hormèse qui est, la hormèse, c'est vraiment induire un stress faible dans le but de modifier le métabolisme dans un but qu'on veut, sans tuer vraiment l'organisme d'accueil. Donc, on peut avoir ça dans les algues aussi, on peut gérer les conditions, on peut monter dans des échelles. Donc, on peut passer de l'échelle de laboratoire, donc quelques ml, à des piscines à air ouverte pour la production à grande échelle. Maintenant, comment on fait le design ou bien comment on va étape par étape pour notre ingénierie métabolique ou notre production hétérologue? On fait d'habitude le choix de gènes. Quand je dis le choix de gènes, c'est vraiment est-ce qu'on veut aller avec les gènes de la plante? Par exemple, ici, on voit l'acide olyphtolique qui est un précurseur des cannabinoïdes qui va être associé avec la partie prénile du GPP via une prényltransférase aromatique pour donner le CBGA qui est le précurseur directement avant le THCA et le CBDA. Maintenant, pour cette enzyme-là, on peut choisir d'aller avec l'organisme de base qui est Cannabis sativa. Chez Cannabis sativa, on a une dizaine, plus précisément 11 prényltransférases. Seulement 2 ont été caractérisées comme pouvant faire cette réaction-là. Par contre, ces 2, au moins la CSPT4, la prényltransférase 4 du cannabis, elle est trouvée vraiment dans les microsomes, donc elle a une partie ancrée. Alors qu'on peut aller avec d'autres types de prényltransférases comme NPHB de
d'une souche de Streptomyces qui, elle, est soluble et pourrait être plus efficace que celle du cannabis grâce à des mutations qui ont été générées dans le but d'augmenter le rendement de cette réaction. Donc ça, c'est une des choses à faire. Bien sûr, on doit choisir aussi l'organisme. L'organisme, excusez-moi, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Bon. Le choix de l'organisme va aussi jouer un rôle. Est-ce qu'on veut chercher un organisme qui produit beaucoup de protéines pour avoir assez de notre enzyme, bien notre protéine recombinante? Ou bien est-ce qu'on veut choisir plutôt un organisme comme les diatomées qui vont, eux, avoir une plus grande accumulation des lipides qui pourront être impliqués comme précurseurs dans nos voies de métabolisme. Donc, c'est vraiment des choix qu'on va faire comme ça. Puis en fait, avec ce choix d'organisme, on va avoir aussi un choix de transformation à faire. Est-ce que c'est vraiment du biolistique ou une transformation mécanique, une électroporation ou aussi, avec les diatomées, on a le choix de faire une conjugaison entre espèces. Je vais en parler vite fait parce que je trouve ça très intéressant. Ici, ce que vous voyez, c'est vraiment des E. coli qui sont en conjugaison active avec PT, qui est Phedactylum tricornatum, la diatomée modèle sur laquelle on travaille. Pour pouvoir arriver là, il faut vraiment assembler nos gènes avec en fait, notre cassette, nos enzymes, notre sélection, le reste du plasmide. Et ça, on a le choix de faire dans la levure par assemblage normal, in vivo, ou bien par Gibson Assembly euh, ou d'autres approches. Ensuite, une fois qu'on a notre vecteur, il faut aller vraiment s'assurer que c'est la bonne chose pour transformer dans une souche spécifique de colis qui a un autre vecteur. Donc, à part notre vecteur, il y aurait un vecteur cargo qui va lui permettre la mobilisation de notre plasmide vers la diatomée via vraiment des protéines qui vont permettre la conjugaison entre ces deux espèces-là. Et ça a été développé chez nos collaborateurs à l'université de London, à Western Ontario, pardon, à London, mais aussi au Greg Venter Institute. Donc, c'est des technologies qui sont récentes, qui sont en perpétuelle avance, mais on en profite, puis on les utilise. On a aussi des choix de supplémentation à faire, c'est-à-dire une fois qu'on a nos algues transformées, est-ce qu'on veut les faire croître en présence d'un certain supplément parce qu'on veut que ça pousse plus rapidement ou bien que c'est un supplément qui est nécessaire comme cofacteur ou comme précurseur ou comme intermédiaire dans la voie de métabolisme. Il faut toujours avoir en tête que si on fait un produit pour une compagnie, il faut toujours penser, est-ce que c'est rentable? Donc, est-ce qu'on va l'utiliser maintenant, puis une fois que c'est prouvé, on va chercher une autre façon pour assurer sa présence dans la cellule, pour que la compagnie puisse le vendre finalement sans supplémentation. Par contre, avec tous ces choix à faire, on a des défis. C'est-à-dire, aujourd'hui, je ne veux pas vous parler vraiment comme si la vie est rose dans la modification génétique des microalgues, parce que ce ne l'est pas. On est en cours de le faire, mais ce n'est pas encore parfait. Pourquoi ce n'est pas parfait? Parce qu'il y a plusieurs défis qui nous limitent. Un, on est limité pour le choix de promoteurs et de sélection. C'est-à-dire, ici, dans Phedactylum tricornatum, qui est la diatomée sur laquelle je travaille, on a vraiment un choix limité de promoteurs qui peuvent fonctionner avec un terminateur spécifique de façon plus forte que leur terminateur initial, mais ça reste un choix limité. Ici, ce que vous voyez, c'est principalement des promoteurs des protéines de fucoxanthine, chlorophylle, binding protein. C'est quelque chose qui est dans le photosystème de la diatomée et qui est très, très bien exprimé. Par contre, à force d'utiliser le même terminateur, on commence à avoir des combinaisons non voulues. Comme solution pas à ça, mais vraiment aux sélections limitées, c'est-à-dire les antibiotiques qu'on peut utiliser, c'est vraiment 2 à 3. On n'a pas un grand choix comme dans les bactéries ou les plantes. Donc, ce qu'on peut faire, c'est vraiment faire des, euh, des souches auxotrophes. On peut choisir que ce soit auxotrophe à l'histidine, à l'uréa, etc. Puis, c'est quelque chose qui est aussi en cours avec nos collaborateurs. Il y a encore du travail à faire, bien évidemment, mais il y a aussi, donc ça, c'est un problème chez les diatomées. Chez les algues vertes, on peut trouver un problème qui est un grand nombre de transformants après transformation, mais qui n'est pas nécessairement
positifs. C'est-à-dire, ils sont positifs pour la sélection, mais ils ne sont pas positifs pour les colonies PCR plus tard. Donc, dans notre laboratoire, il y a aussi Serge, qui est un autre candidat au doctorat, qui a pu développer une méthode pour screener, faire vraiment une étude d'un grand nombre euh, de clones en même temps, soit 96 clones à la fois, mais qui peut être développé vers 384, etc. euh, et qui a pu vraiment l'optimiser pour le transfert des clones, mais aussi pour leur tester en colonie PCR. Ce qu'on obtient ici, c'est vraiment des 48% de clones qui étaient positifs à la sélection, qui ont vraiment intégré le gène voulu. Ici, c'est un système différent. Donc, ce que je viens d'expliquer dans la diatomée, c'est vraiment, c'est vraiment un système qui va rester extra-chromosomal. Il ne va pas s'intégrer au génome de la diatomée et il va être moins sous le contrôle de l'expression endogène. Il va vraiment être indépendant. Alors que dans les algues vertes, on n'a pas ce choix-là, ils sont vraiment intégrés au génome. Donc, bien évidemment, il y a moins de clones qui vont vraiment intégrer euh, le gène et l'expression sera variable. Un autre défi qu'on a actuellement, c'est vraiment envoyer notre enzyme là où on veut. Donc ça, c'est un peu parce qu'on veut assurer un certain transport. Donc, si on a un métabolite qui se trouve uniquement dans le chloroplaste, on veut aller le chercher là-bas. Donc, on veut envoyer notre enzyme là-bas. Mais aussi, si jamais on veut accumuler nos métabolites qui peuvent être toxiques pour la plante dans un compartiment, on veut pouvoir utiliser ces peptides de transport ou des petits signaux aussi. Maribel, dans le laboratoire, qui est aussi une doctorante, a développé certaines souches de diatomées qui exprimeront son enzyme d'intérêt avec une protéine rapportrice, la GFP, dans différents compartiments de la cellule pour voir à quel point on peut réussir et si on a besoin de développer d'autres outils. Donc, c'est du travail en cours, mais ce qu'elle fait en bref, c'est vraiment enrichir ces, euh, ces populations de clones positifs en sélectionnant par GFP, et ceci, on le fait via FACS, donc de la cytométrie de flux. Puis, elle va aller vraiment vérifier dans une population qui a un trait O positif, si on a la bonne localisation. Donc ici, je vous donne deux exemples. Le Golgi, donc vous avez en rouge l'autofluorescence du plast, la GFP qui est liée à sa protéine d'intérêt et aux signaux euh, pour aller au Golgi et pour aller au plast. Et vous voyez aussi un peu les gates de GFP par cytométrie de flux. Et vous voyez que elle a réussi à avoir des clones où son enzyme localise au Golgi ou bien au plast, avec d'autres compartiments aussi. J'ai juste montré les deux qui sont un peu plus flagrants. Un autre défi qu'on a, c'est quand on ne sait pas vraiment si c'est le bon pathway. Donc ici, par exemple, pour la vanilline, c'est quelque chose qui a été développé au début des années 2000 et en 2014, on a vu un très beau article sortir qui parle de VP-VAN, donc VP pour Vanilla planifolia, puis VAN pour vanilline. Donc, une enzyme qui sera excusez, capable de transformer, bon, le Zoom ne veut pas travailler aujourd'hui, l'acide férulique en vanilline. Par contre, Maribel puis Andrew avant elle, l'autre candidat au doctorat, se sont rendus compte que la vie pivale n'est pas vraiment responsable de la réaction. Ce qu'ils vont faire, c'est vraiment élucider le rôle de cette enzyme parce que la plante l'exprime et c'est en lien avec la production de la vanilline. Donc, qu'est-ce que ça peut être son rôle? C'est quelque chose qui est en cours. Mais ce qu'ils font aussi, c'est être capable d'aller exprimer des enzymes bactériennes qui pourront faire cette réaction. Donc, ça, c'est aussi du travail en cours, mais c'est aussi des défis parce que quand on se rend compte en mi-chemin que c'est pas la bonne chose, c'est un peu déprimant, décourageant, surtout quand c'est un doc, mais c'est le domaine. La biologie synthétique, c'est comme ça. Il faut vraiment essayer toutes les possibilités avant d'avoir ce qu'on veut. D'autres problèmes d'élucidation des pathways, c'est vraiment la localisation. Samira, par exemple, qui travaille sur les alcaloïdes d'amylase, est en train de caractériser la N-méthyltransférase de différentes espèces d'alcaloïdes pour aller voir quelles sont les différences entre eux, vu que c'est une enzyme qui est capable de faire vraiment une panoplie de réactions dans
dans le métabolisme des alcaloïdes, mais qu'on ne sait pas vraiment s'il y a des différences entre les espèces ou pas. Donc, c'est quelque chose qui est en train de voir s'il faut qu'on choisisse une. Est-ce qu'il y a une NMT qui est plus polyvalente que d'autres? Est-ce qu'il y en a qui sont plus spécifiques à des compartiments? Est-ce qu'il y en a qui nécessitent un cofacteur spécifique? Donc, c'est toutes des choses en étude et qui peuvent être des défis quand on essaie de produire de façon hétérologue. Ce qu'on peut faire, c'est vraiment continuer à le faire le temps qu'on a des réponses plus claires sur les autres mots. Bon, ce qui vous intéresse peut-être aussi, c'est vraiment la production hétérologue des cannabinoïdes dans la diatomée. Donc c'est quelque chose qu'on a pu faire au laboratoire, grâce à une, collaboration avec une compagnie qui s'appelle Algec. Donc Elisa, qui est une stagiaire postdoctorale, et moi, on travaille aussi, sur la diatomée. Donc ce qu'on va faire, c'est vraiment introduire plusieurs combinaisons de gènes du, du pathway pour, produire cannabinoïdes. Ça peut venir de, heu, du cannabis sativa, mais aussi heu, d'autres, organismes comme, il y a sûrement, parmi vous qui ont entendu parler de la slime mold, excusez, bon, mais des organismes plus bactériens ou fongiques. Donc on va utiliser différentes, combinaisons, puis avec ça, on a pu transformer PT. On a aussi utilisé plusieurs, localisations pour nos enzymes. La belle partie de l'histoire, c'est que pour cette partie, c'était un système efficace. On a pu détecter nos enzymes, on a pu aussi détecter, heu, la localisation, là où on voulait. C'est quelque chose qui va être publié bientôt, on espère dans Nature. On a vu aussi que notre population, elle croît dans des bonnes conditions, heu, de façon vraiment semblable aux non transformés. Bien sûr, il y a sûrement parfois des petits, moments où ça peut stresser plus quand ça accumule, mais c'est pas quelque chose qui est très inquiétant pour le moment. Est-ce que c'est une histoire parfaite? Peut-être pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est qu'on vu qu'on détecte nos métabolites, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une preuve comme quoi, les diatomées ou les autres microalgues aussi, sont des systèmes, bien adéquats pour produire des métabolites de plantes. Est-ce que c'est parfait? Pas encore. Est-ce qu'on est les seuls à le prouver? Non, non plus. Il y a aussi des équipes, qui travaillent fort en Australie, par exemple, pour faire plutôt des monoterpènes dans la même diatomée sur laquelle on travaille. On a d'autres défis que je vais passer vraiment, très vite. On a des défis à l'échelle de l'extraction, parce que les microalgues, c'est pas la même composition de la paroi que les plantes supérieures, mais aussi les membranes, par exemple, la membrane du plast GPT, c'est une membrane quadruple. Vraiment aller chercher des métabolites dans ces microalgues peut être un défi, mais c'est quelque chose aussi que nos chimistes travaillent là-dessus. On travaille aussi sur, le passage de petite à large échelle parce que c'est un très grand défi aussi. On s'est rendu compte que l'expression de nos gènes peuvent changer, selon l'échelle qu'on y va, mais aussi le stade de la cellule est différent, si on les lance en parallèle, ce qui est vraiment, logique. D'autres, défis, c'est comme, les stabilités des clones, donc c'est quelque chose qu'on regarde tout le temps. Est-ce que nos transgènes ont eu des mutations au cours des subcultures? Est-ce que nos protéines recombinantes sont plus ou moins dégradées, le plus que, de temps que ça passe entre la culture initiale et le stade X? Puis est-ce qu'on peut, avoir du contournement du métabolisme via, l'organisme hôte? Donc est-ce que, par exemple, si notre algue produit du CBDA, on peut trouver quelque chose modifié du CBDA dans l'algue? Probablement que oui, avec le temps. Heu, Comme, take home message ou comme message que je veux que vous reteniez aujourd'hui dans la présentation, c'est: «On est-tu rendu là?» Non, malheureusement. C'est pour ça que c'est encore un défi, mais on est en cours d'y être. Donc, pour y arriver, il faut vraiment continuer à créer des approches plus fondamentales
avant de les appliquer comme outils. Parce que c'est la partie qui manque. On a vraiment beaucoup qui s'est fait sur l'écophysiologie des microalgues, sur leur rôle dans l'environnement, mais très peu sur les différences avec les plantes, le transport, par exemple, d'un compartiment à l'autre, les signaux secondaires, etc., etc. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut avancer pour pouvoir en tirer des outils applicables à la biologie synthétique. On a aussi des mises au point nécessaires pour les techniques d'extraction. À date, c'est vraiment de l'enzymatique et du mécanique. Il va pouvoir, il va falloir avoir des souches qui sont plus euh, adaptées à des extractions et à des expressions hétérologues. Et il faut aussi optimiser les systèmes de production à grande échelle parce qu'avec les lois qui vont sortir pour ces productions-là, on n'est pas libre de produire sans vraiment avoir des GMP qui vont cadrer la production sans polluer ou sans avoir de la dispersion de ces OGM dans la nature. En résumé, ces microalgues offrent une plateforme excellente vraiment pour produire des métabolites de plantes, mais il faut encore les développer. Avant de finir, je vais juste vous parler juste vite fait de Symbio Canada. C'est un organisme qui s'intéresse à la biologie synthétique dans tous ces domaines. Donc, vraiment, c'est un organisme à but, bon, c'est une charité pour le moment. On vient d'être enregistré, mais ça fait une dizaine d'années que c'est fonctionnel. On est plusieurs à être sur le comité exécutif. Je vous invite à aller regarder sur symbiocanada.org ou à écrire directement pour plus d'informations. Notre prochain webinaire, c'est vraiment l'agriculture et la biologie synthétique. Donc, je pense que ça intéresse pas mal de gens ici. C'est le 24 août. Excusez, ça, c'est le dernier. Oups. Bon, il fallait que je mette le prochain. Mais on a aussi euh, une, euh, une conférence qui va se faire bientôt sur la science-fiction dans la biologie synthétique. En fait, la biologie synthétique et la science-fiction. On a une compétition qui va se lancer pour des courts textes. Donc, je vous invite à aller écrire puis à suivre des informations. On cherche aussi des contributeurs parmi les profs et les chaires de recherche aussi. Finalement, j'aimerais remercier nos collaborateurs à l'Université de Western Ontario. Donc, on a ici Bogumil Karas qui a développé le système de conjugaison entre PT et E. coli. On a Samuel Statry qui travaille beaucoup sur les souches auxotrophes avec David Edgell, son professeur. Samuel travaille aussi en ces moments sur faire des vaccins dans PT, dans notre diatomée. Je remercie aussi le CNET qui est un collaborateur pour le côté plus ou moins scale-up, donc toute la mise à l'échelle. On est financé principalement par Mitax et RSNG, mais aussi la compagnie ALGC qui a l'intérêt plutôt pharmaceutique et nutraceutique de tout ce projet. Et finalement, tout ce projet-là ne pourrait pas être fait sans l'ambition et le pouvoir que notre prof a, donc Isabelle, mais aussi à tous les joueurs importants des laboratoires d'Isabelle Desgagnés-Phoenix et Hugo Germain. Donc, je vous remercie et je suis prête à vos questions. Merci Fatima, c'était excellent. On est ouvert pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions pour la Fatima?